Éloge de la France, la renaissance d'une nation. Vous souvenez-vous de cette époque où le monde entier, les experts en tête, prédisaient avec une certitude sombre que la France allait bientôt disparaître de la carte? Pourtant, en 2025, cette prophétie a été démentie de la plus belle des manières. Aujourd'hui, les plus grands cerveaux, les plus grandes fortunes et l'avenir lui-même convergent vers ce pays, comme attirés par un aimant irrésistible. Pourquoi la France? Que s'est-il passé exactement? Lorsque vous connaîtrez la réponse, vous ressentirez une fierté si intense d'être français que les larmes vous monteront aux yeux. Ceci est le récit du miracle et de l'émotion d'une nation ressuscitée du bord du gouffre, le choc d'une seconde nation naissant au sein de la France. Une histoire qui a ému le monde, la nouvelle sans précédent de la construction d'une seconde nation en France a littéralement secoué le monde entier. Ce phénomène, formant une nouvelle société gigantesque qui brisait les conventions nationales, était le prélude à une explosion bouleversant les frontières même de l'État. Des universitaires de renommée mondiale, le visage blême, ont déclaré dans un cri d'alarme « C'est une réorganisation de l'humanité sans précédent ». La véritable nature de ce renversement miraculeux accompli par la France, nous vous la révélons maintenant. Je me nomme Lamia, et j'ai consacré ma vie à déchiffrer le monde à travers les chiffres en tant qu'enquêtrice pour les statistiques démographiques internationales. Un jour, en lisant un rapport interne confidentiel posé sur mon bureau, je n'en crus pas mes yeux et faillis renverser mon café sous le choc. Ce rapport indiquait, avec des données d'une clarté déconcertante, que la population de la France dans 10 ans augmenterait de plus de 5 millions de personnes par rapport à aujourd'hui. Une information tout simplement incroyable. J'étais convaincu qu'il s'agissait soit d'une erreur statistique flagrante, soit d'une manipulation habile du gouvernement français. Après tout, l'opinion unanime des experts mondiaux était que la France, avec l'un des taux de natalité les plus bas du monde, était sur la voie de l'extinction démographique. Une telle inversion de tendance était aussi improbable que de défier les lois de la gravité. Je me suis immédiatement précipité chez mon supérieur, contestant vivement la fiabilité de ce rapport et demandant une révision complète des données. Mais mon supérieur, avec une expression des plus sérieuses, m'a répondu que ce rapport utilisait les indicateurs les plus conservateurs et était d'une fiabilité irréprochable. Il m'a alors donné pour mission de me rendre en France en personne et d'enquêter de manière approfondie sur la façon dont ces chiffres invraisemblables devenaient réalité. Pleine d'une confiance arrogante, j'étais animé par la mission de dénoncer les failles statistiques de la France. Mon hypothèse de départ était pétrie de préjugés. La France devait certainement augmenter sa population en acceptant sans discernement des travailleurs peu qualifiés des pays en développement. Pourtant, en posant le pied à l'aéroport Charles de Gaulle, l'atmosphère que je ressentis n'était pas celle, morose et stagnante, d'un pays vieillissant que j'avais anticipé, mais une énergie dynamique et indescriptible. En observant les visages des gens dans la file du contrôle des passeports, j'ai senti mes préjugés vaciller dès le premier instant. L'apparence et l'aura de ces nouveaux arrivants étaient à des années-lumière de l'image que je me faisais des travailleurs immigrés. Des familles élégantes en costumes de marque européen, de jeunes professionnels équipés des dernières technologies, attendaient de passer la frontière, les yeux brillants non pas de peur face à l'inconnu, mais d'excitation et de certitude. Afin de trouver des preuves que le gouvernement français avait abaissé ses critères d'immigration pour manipuler les statistiques, j'ai immédiatement demandé et commencé à examiner minutieusement les données sur la politique d'immigration du ministère de l'Intérieur. Cependant, les données que j'ai consultées n'ont fait que m'embrouiller davantage. J'ai découvert que les critères de sélection pour l'immigration en France étaient devenus bien plus stricts qu'auparavant et que les conditions d'obtention de visa étaient parmi les plus exigeantes au monde. Malgré cela, le nombre de diplômés de haut niveau du monde entier demandant à immigrer en France augmentait de manière exponentielle. En particulier, les listes d'attente de professionnels cherchant à quitter les grands centres américains et européens pour s'installer en France semblaient interminables. Je me suis alors demandé s'ils n'avaient pas été attirés temporairement par la promesse d'énormes subventions d'installation ou de privilèges de la part du gouvernement français. J'ai donc décidé de me rendre sur le terrain, à Paris dans le quartier d'affaires de la Défense, et sur le pôle scientifique du plateau de Saclay, pour mener mon enquête. En écoutant les conversations des étrangers qui remplissaient les rues, j'ai été stupéfaite de constater qu'ils ne parlaient pas seulement anglais, mais aussi allemand, suédois et même des langues scandinaves. Les voir assis dans les cafés parisiens, discutant de leurs projets professionnels avec un naturel déconcertant, fut un choc puissant.
Le choc le plus écrasant de mon enquête fut de découvrir, dans la liste des immigrés en France, des noms que quiconque dans les milieux universitaires et industriels mondiaux reconnaîtrait comme l'élite de l'élite. Des lauréats des plus prestigieuses universités de Londres, des chercheurs de niveau doctoral menant des projets révolutionnaires à l'Institut Max Planck en Allemagne. Des milliers d'entre eux avaient quitté leur poste pour rejoindre des start-up inconnues ou des laboratoires de recherche de grandes entreprises françaises. Convaincu que c'était le résultat d'une politique où le gouvernement français achetait les talents du monde entier à grands coups de budget national, j'ai commencé à éplucher les conditions de recrutement des entreprises et les subventions gouvernementales. Mais mes découvertes m'ont laissé encore plus perplexe. Il s'est avéré que la grande majorité d'entre eux avaient volontairement choisi la France en acceptant des salaires bien inférieurs à ce qu'ils touchaient dans leur pays d'origine. Je ne pouvais absolument pas expliquer, par une logique purement économique, pourquoi un ingénieur de génie de Google, à qui l'on garantissait un salaire de plusieurs millions de dollars dans la Silicon Valley, avait déménagé dans un institut de recherche sur l'intelligence artificielle en France pour un salaire de moins de la moitié. J'ai pensé que c'était le résultat d'une guerre psychologique ou d'une campagne de propagande sophistiquée menée par l'État français, et j'ai décidé de les approcher pour leur faire comprendre à quel point la vie réelle en France était difficile. Cependant, les nombreux immigrés d'élite que j'ai rencontrés m'ont regardé avec un air de pitié, m'affirmant avec force que la valeur qu'ils avaient trouvée en France dépassait de loin les chiffres inscrits sur leur compte en banque. Ils louaient unanimement la qualité des infrastructures, des services administratifs et, par-dessus tout, l'honnêteté et la prévenance des citoyens, qui avaient élevé leur qualité de vie à un niveau bien supérieur à celui de leur pays d'origine. J'étais encore persuadé qu'ils étaient dupés par les apparences flatteuses de la France, et je me moquais intérieurement en pensant que le collectivisme propre à la société, la bureaucratie ou la culture hiérarchique finirait par les épuiser. Mais avec le temps, le niveau qualitatif de la population affluent en France n'a fait qu'augmenter, dépassant le stade de l'immigration individuelle, pour atteindre des transferts d'instituts de recherche entiers ou de fonds de capital risque, déplaçant leur siège en France. Toutes mes certitudes en matière de démographie s'effondraient dans le creuset géant qu'était devenu la France, et j'ai commencé à sentir que si je ne trouvais pas la véritable force motrice derrière ce phénomène, je perdrais ma crédibilité en tant qu'enquêtrice. Pour vérifier de manière plus concrète la réalité des données que j'avais sous les yeux, j'ai décidé de visiter un grand laboratoire de recherche sur le plateau de Saclay, où se concentrent les technologies de pointe françaises. C'est là que j'ai pu rencontrer Marcus, un ingénieur de renommée mondiale, qui, autrefois, concevait des technologies de conduite autonome pour une entreprise automobile américaine. Il travaillait désormais comme chercheur principal dans une entreprise française. Je lui ai posé une question d'une franchise presque impolie. Pourquoi avoir abandonné un si bon environnement et un salaire si élevé pour venir vous donner du mal dans ce pays européen? Marcus a souri à ma question et a désigné du doigt le paysage de Saclay qui s'étendait par la fenêtre. Là, de nombreux jeunes échangeaient avec énergie, débordant de dynamisme et de projets d'avenir. Il m'a expliqué que lorsqu'il travaillait aux États-Unis, la structure de décision bureaucratique et les infrastructures vieillissantes faisaient qu'il fallait des années pour concrétiser une idée innovante. En France, il avait la capacité de créer un prototype en quelques jours seulement. Il a ajouté avec un regard sérieux que la passion de ses collègues français pour leur travail et leur dévouement au bien commun avait ravivé en lui un sens de la mission professionnelle qu'il avait oublié. J'ai rétorqué que cette vitesse et cette passion n'étaient probablement que le résultat de l'exploitation des travailleurs, mais il a fermement secoué la tête et répondu « Ce n'est pas une contrainte imposée, c'est une énergie volontaire pour grandir ensemble ». Il a souligné que j'ignorais encore que la culture d'entreprise française avait complètement abandonné sa structure verticale d'antan pour devenir un lieu où la communication est plus flexible et créative que n'importe où ailleurs dans le monde. En discutant avec lui, j'ai commencé à sentir pour la première fois à quel point ma pensée occidentalo-centrée était limitée, et j'ai dû admettre que la France n'était pas seulement technologiquement avancée, mais possédait aussi un charme unique capable de catalyser la passion humaine. Des génies comme Marcus choisissaient la France non pas simplement pour gagner plus d'argent, mais parce que c'était la seule plateforme qui leur permettait de concrétiser leurs rêves le plus rapidement et le plus précisément possible. Après mon entretien avec Marcus, une autre question s'est posée à moi. L'efficacité professionnelle seule pouvait-elle justifier la décision de déménager toute sa famille en France? J'ai donc rencontré le docteur Elena,
une brillante chercheuse en biotechnologie suédoise qui avait un avenir prometteur dans son pays, pour comprendre pourquoi elle avait immigré en France, un pays sans attache, avec ses 2 jeunes enfants. Elle m'a avoué que si sa vie à Stockholm paraissait idyllique en surface, en réalité, la peur latente de la criminalité croissante et un système éducatif public en crise la laissait chaque jour sur le qui-vive. Le docteur Elena a rougi en me racontant que ce qui l'avait le plus surprise à son arrivée en France était de voir, après 22 heures, de jeunes enfants rentrer de l'école seuls, sac au dos, en riant avec leurs amis dans la rue. Ce niveau de sécurité, banal mais extraordinaire, était tout simplement impensable dans son pays et avait pour elle une valeur bien plus grande que n'importe quelle compensation financière. Elle a expliqué que le système éducatif français, loin d'être seulement compétitif, offrait un environnement optimal pour que les enfants s'épanouissent académiquement, avec des enseignants de très haut niveau. Surtout, elle a dit être convaincue d'avoir pris la meilleure décision de sa vie chaque fois qu'elle voyait les Français traiter ses enfants sans préjugés et manifester un esprit communautaire sincère pour les aider. En l'écoutant, j'ai compris que le problème de la dénatalité en France, que je n'avais appréhendé qu'à travers des chiffres, entrait dans une phase entièrement nouvelle grâce à l'afflux d'une population de haute qualité. La France n'était plus un pays qui disparaissait faute d'enfants, mais était devenue la terre promise des parents du monde entier, souhaitant élever leurs enfants dans l'environnement le plus sûr et le plus riche qui soit. Le docteur Elena a souligné que même si son salaire en France était inférieur à celui qu'elle touchait en Suède, la qualité de vie qu'elle ressentait était incomparablement plus élevée grâce au système de santé de pointe, aux transports publics efficaces et à des infrastructures de vie abordables et de grande qualité. En tant qu'enquêtrice, j'ai décidé de parcourir moi-même les rues de France la nuit pour vérifier cette sécurité extraordinaire dont parlait le docteur Elena. Par une douce soirée de 2025, les rues de Saint-Germain-des-Prés à Paris étaient aussi éclairées qu'en plein jour et une foule de gens se promenaient librement, sans la moindre méfiance. Cette scène m'a procuré un étrange sentiment de respect. Dans les grandes villes européennes où j'avais vécu, s'aventurer dans une ruelle après la tombée de la nuit était un pari risqué, la menace des vols et des agressions étant devenue monnaie courante. Le calme nocturne de la France me donnait l'impression d'être dans un monde parallèle. Voir des gens laisser leur ordinateur portable sur un banc de parc pour aller aux toilettes, ou poser leur portefeuille sur une table de café pour se plonger dans une conversation, représentait le summum d'une confiance collective que ma logique ne pouvait comprendre. J'ai réalisé que ce haut niveau de civisme n'était pas seulement le fruit de l'éducation, mais un produit culturel, condensant l'honnêteté et le respect mutuel que les Français avaient cultivé au fil du temps. Ce capital social ne peut s'acheter avec de l'argent et constituait la raison décisive pour laquelle les élites du monde entier étaient prêtes à renoncer à une partie de leur fortune pour venir en France. Ils savaient déjà que l'argent peut toujours se regagner, mais la liberté pour leur famille de se promener en toute sécurité, la nuit et la certitude que leurs enfants ne seront pas la cible de crimes étaient des privilèges que seule la France pouvait offrir. Dans un coin du jardin du Luxembourg, j'ai vu des familles étrangères mêlées à des familles françaises, partageant des pique-niques et des éclats de rire. J'ai alors pensé que l'augmentation de la population en France n'était pas une simple croissance numérique, mais la diffusion d'une nouvelle norme vers laquelle l'humanité devrait tendre. Lorsque j'ai confirmé que ceux qui soutenaient ces infrastructures de classe mondiale étaient en fin de compte le cœur chaleureux et la haute moralité des gens, j'ai senti l'arrogance que j'éprouvais en tant qu'enquêtrice s'effondrer complètement. La France avait déjà surmonté la crise démographique pour construire une marque puissante, celle du pays où il fait le meilleur vivre au monde. Et cette marque était devenue une force gravitationnelle immense qui attirait l'intelligence du globe. En respirant l'air nocturne, j'ai senti que j'étais au cœur de l'histoire émouvante de la façon dont l'incroyable résilience et l'inclusivité de ce pays s'étendaient au monde entier. J'ai élargi le champ de mon enquête et commencé une analyse comparative précise avec la situation des pays voisins les plus proches de la France. L'un de ces voisins, confronté à des problèmes similaires de déclin démographique et de pénurie de main-d'œuvre, annonçait également à grand renfort de publicité des politiques de déréglementation massive et d'ouverture de l'immigration. Cependant, les résultats des données démographiques internationales montraient une divergence si radicale qu'elle semblait sceller le destin des deux nations. Alors que la grande majorité des immigrants se dirigeant vers le pays voisin étaient des travailleurs peu qualifiés, occupant des postes dans des supérettes, sur des chantiers ou dans l'agriculture,
Ceux qui se rendaient en France étaient les talents de pointe qui menaient les laboratoires, les industries de pointe et le secteur aérospatial du monde entier. Cela m'a laissé pantoise pour découvrir la raison fondamentale pour laquelle les super élites du monde entier choisissaient la France et non ce pays voisin aux conditions géographiques si proches. J'ai rencontré Arjun, un brillant ingénieur logiciel indien qui, après avoir travaillé pour une grande entreprise dans la capitale voisine, avait récemment déménagé en France. Arjun m'a confié que si sa vie dans le pays voisin semblait très organisée en surface, un examen plus attentif révélait une atmosphère sociale particulièrement fermée, qui traitait les étrangers comme des corps étrangers avec lesquels il était impossible de se mélanger, érigeant des murs invisibles. Chaque nuit, il souffrait d'un profond sentiment d'isolement et de mélancolie. Il a ajouté avec une expression amère et solitaire qu'il ne pouvait se défaire du sentiment que la société de ce pays ne considérait les travailleurs étrangers que comme des accessoires ou des outils pour combler un manque, main-d'œuvre, sans jamais les accepter, comme de véritables membres de la communauté. En revanche, dès son premier jour en France, le sentiment qu'il a éprouvé était une chaleur humaine d'une toute autre dimension. Il a expliqué avoir été profondément touché par l'attitude ouverte des Français qui, au-delà de la simple curiosité pour sa culture inconnue, cherchaient activement à l'accueillir et à apprendre d'elle. Les Français, voyant un étranger perdu, se mettaient en quatre pour l'aider comme s'il s'agissait d'un des leurs. Ils ne se contentaient pas d'offrir leur aide, mais invitaient volontiers les étrangers dans leurs propres espaces et communautés, partageant un verre, les traitant comme des frères et des membres de la famille. Cette chaleur et cette convivialité typiquement française, cette attitude sincère qui traite les gens comme une fin en soi et non comme un moyen, furent le déclencheur décisif qui le poussa à s'établir dans un institut de recherche français. C'était une arme unique à la France, que la culture froide et procédurière du pays voisin ne pourrait jamais imiter. De plus, Arjun a ajouté avec force que le système administratif numérique ultra rapide de la France et ses infrastructures de télécommunications, enviées par le monde entier, étaient incomparablement plus avancés que le système analogique obsolète du pays voisin, donnant à la France un avantage écrasant en termes d'efficacité professionnelle. Grâce à son témoignage, j'ai compris de manière poignante que le succès d'une politique démographique ne réside pas seulement dans l'abaissement des barrières à l'obtention de visas ou dans l'octroi d'aide à l'installation, mais dans la maturité culturelle et la profondeur de la conscience citoyenne d'une société prête à accueillir les immigrés comme de véritables voisins et collègues. La France possédait une force d'attraction et un dynamisme inébranlable que son voisin, malgré des décennies d'efforts, n'avait pas réussi à acquérir. Elle aspirait les esprits les plus brillants du monde comme un trou noir, creusant un écart de puissance irréversible avec son voisin. En observant comment les élites venues en France produisaient des effets positifs sur l'ensemble de la société, bien au-delà de leur satisfaction personnelle, j'ai vécu une expérience qui a complètement fait voler en éclats ma vision du monde. Si les anciens modèles d'immigration mettaient en avant les aspects négatifs, comme la perte d'emplois pour les locaux et l'augmentation des coûts sociaux, le phénomène qui se produisait actuellement en France était tout le contraire. Les génies venus du monde entier, en collaborant avec les talents français, produisaient chaque jour des résultats innovants qui stupéfiaient le monde dans les domaines de l'intelligence artificielle, des nouvelles énergies et de l'aérospatiale, propulsant l'économie française à des niveaux sans précédent. Les impôts colossaux payés par ces immigrés d'élite et les industries à haute valeur ajoutée qu'ils créaient renforçaient encore le système de protection sociale français, ce qui, à son tour, créait un cercle vertueux en encourageant la natalité chez les Français. J'ai visité une école internationale en France et j'ai vu des enfants de diverses origines ethniques suivre des cours en français et jouer ensemble. Ces enfants n'étaient plus des étrangers, mais grandissaient pour devenir des citoyens à part entière qui porteraient l'avenir de la France. Les parents français se réjouissaient même que leurs enfants étudient aux côtés de ces enfants étrangers et développent ainsi une sensibilité mondiale. Cette attitude ouverte transformait la société française en une communauté plus saine et plus dynamique. J'ai ressenti un profond respect en voyant comment la France avait réussi à construire une société multiculturelle aussi pacifique et créative, alors que les sociétés occidentales se déchiraient dans des conflits et des émeutes liés à l'immigration. C'était une harmonie miraculeuse, née de la fusion de l'esprit français de solidarité, d'une capacité d'accueil qui n'a pas peur du changement, et de l'art de vivre traditionnel. Toutes les théories de démographie que je connaissais étaient devenues de simples reliques face au gigantesque laboratoire qu'était la France.
J'ai même commencé à penser que le chiffre de 5 millions d'habitants supplémentaires mentionné dans le rapport était en fait une sous-estimation. La France offrait au monde une réponse à la crise démographique de la manière la plus créative et la plus humaine qui soit, et j'éprouvais un frisson indescriptible en étant le témoin de cette histoire en marche. Toutes les enquêtes terminées, assis à mon bureau pour rédiger mon rapport de retour, j'ai ressenti jusqu'à la moelle à quel point mon arrogance et mes préjugés initiaux étaient honteux. La France n'était pas un pays qui déclinait et disparaissait, mais était devenu le foyer de l'humanité, où les cœurs les plus brillants du monde se rassemblaient pour faire éclore une nouvelle civilisation. La France que j'avais vue était engagée dans un grand voyage, résolvant les problèmes d'isolement, de conflits et de haine que le monde entier connaît, grâce à une harmonie unique entre tradition humaniste et technologie de pointe. Désormais, la communauté internationale n'envoie plus de délégations en France pour étudier le modèle d'un pays à faible natalité, mais pour apprendre comment créer une nation attractive, où les talents du monde entier aspirent à vivre. En 2025, le renversement démographique de la France n'est pas un hasard statistique, mais le résultat inévitable de la reconnaissance mondiale de l'excellence de la conscience citoyenne et de la puissance nationale que les Français ont bâtie. Dans la conclusion de mon rapport, j'ai affirmé que la France était la seule nation à avoir surmonté la crise démographique de la manière la plus spectaculaire, et que le grand mouvement des élites mondiales se poursuivrait pendant des décennies. Les villes françaises deviendront encore plus riches, et la langue française s'imposera comme la langue du savoir que tous les intellectuels du monde devront maîtriser. Les mots que tous les immigrés que j'ai rencontrés m'ont dit en commun étaient « La France ne m'a pas traité comme un simple travailleur, mais comme un être humain digne. » Cette vérité simple mais puissante a fait de la France le centre du monde, et j'en suis maintenant convaincu. L'avenir de la France est plus radieux que jamais, et le changement émouvant que la France est en train de créer donne une grande inspiration et un grand espoir à la planète entière. Ce rapport que j'avais d'abord mis en doute n'était pas faux. C'était simplement un morceau de papier insuffisant qui ne parvenait pas à contenir le potentiel infini de la France. La France que nous observons aujourd'hui a dépassé le statut de simple puissance économique ou culturelle pour s'ériger comme le dernier bastion où les âmes du monde entier peuvent trouver le repos et comme le standard de l'avenir. Cette procession solennelle des élites mondiales qui abandonnent tous leurs privilèges pour se diriger vers la France est la plus puissante des médailles, prouvant la grandeur de l'autorité morale et du filet de sécurité sociale de la nation française. À chaque moment de crise, la France est devenue plus forte. Cette crise démographique, elle l'a également affrontée de front avec sa capacité d'accueil et son innovation unique, offrant au monde entier une nouvelle voie de salut. Aujourd'hui, nous regardons avec fierté le monde que la France a changé, et nous observerons avec un cœur battant l'histoire incroyable que cette force immense qui sommeille en nous continuera d'écrire. À travers cette histoire, nous avons appris avec humilité que la véritable puissance nationale se cache dans l'amour du prochain, là où les gens se rassemblent. Alors que j'attendais l'avion pour rentrer, ma mission d'enquête terminée, je relisais tranquillement dans le hall de l'aéroport le rapport que je venais de terminer. Il ne contenait plus un seul mot du préjugé glacial que j'avais en arrivant en France. À la place, c'était le récit d'un cœur, un témoignage que les chiffres ne pourront jamais mesurer. La France va bientôt disparaître de la carte. Cette prédiction désespérée que les experts du monde entier répétaient en introduction, je la nie aujourd'hui avec un sourire. Loin de disparaître, la France est sur le point d'émerger au centre de la carte, comme l'endroit le plus lumineux et le plus chaleureux du monde. Vous souvenez-vous des mots que les personnes que j'ai rencontrées au cours de ce voyage, Marcus des États-Unis, Helena de Suède et Arjun d'Inde, ont tous prononcés? Leur nationalité, leurs origines et leur domaine d'expertise étaient différents, mais ils disaient tous la même chose. Ici, je me sens exister en tant qu'être humain. Ce qu'ils cherchaient n'était ni une rémunération exorbitante, ni un statut privilégié. C'était la paix ordinaire de voir ces enfants marcher seuls dans la rue la nuit, la gentillesse discrète d'une main tendue à un inconnu, et la générosité d'accueillir des personnes de cultures différentes, non pas comme des corps étrangers, mais comme des compagnons de route. Nous, les modernes, dans notre quête d'efficacité et de profit, avons peu, être laissés de côté ce qui est vraiment important. Mais la France, elle, a continué de préserver ces choses précieuses. L'honnêteté, qui fait qu'un objet perdu retrouve son propriétaire. La probité de ceux qui sont fiers de leur travail, même quand personne ne les regarde. L'art de vivre qui consiste à penser à l'autre avant soi-même. Pour vous, Français,
Cela est peu. Être si quotidien que c'est aussi naturel que l'air que vous respirez. Mais pour ceux qui ont été battus par les vents froids du monde, cette normalité est une scène si chaleureuse et si miraculeusement belle qu'elle en tire les larmes. La plus grande découverte que j'ai faite au cours de mon enquête est la suivante. La véritable richesse de la France ne réside ni dans ses ressources souterraines, ni dans ses actifs financiers, mais dans les gens qui y vivent. Comme l'a révélé la comparaison avec le pays voisin, vous pouvez construire les bâtiments les plus luxueux, mettre en place les systèmes les plus sophistiqués. Mais si un cœur chaleureux n'y bat pas, vous ne pourrez jamais attirer les âmes. Le miracle de la croissance démographique que la France a accompli est le résultat de l'esprit de solidarité qui a transcendé les frontières pour toucher le cœur des gens. À vous qui regardez cette vidéo, je voudrais vous dire, avec le plus grand respect, si vous ressentez de l'anxiété ou un manque de confiance en l'avenir de la France, levez la tête, s'il vous plaît. Votre gentillesse désintéressée, votre probité à respecter les règles et votre bienveillance qui vous permet de rire avec les autres, voilà ce qui sauve aujourd'hui des gens du monde entier et transforme ce pays en un espoir pour l'humanité. Une seconde nation naît en France. Il ne s'agit pas d'un territoire physique, c'est une nation de liens, invisible mais incassable, unie par la confiance et le respect, où les gens du monde entier aspirent à trouver leur patrie de cœur. Sur la dernière page du rapport que j'ai soumis, il est écrit ceci. Le monde apprend maintenant de la France que la véritable richesse réside dans une société où l'on peut vivre en sécurité et dans un cœur qui se soucie des autres. En 2025, la France a ouvert la porte d'une nouvelle ère, silencieusement mais avec force. N'oubliez jamais que votre présence est indispensable dans ce bel avenir qui se dessine. Soyez fiers d'être français ou d'aimer l'esprit français. Votre journée d'aujourd'hui est le rêve même de quelqu'un d'autre dans le monde. L'histoire s'arrête ici, mais l'histoire du miracle que la France tisse se poursuivra avec vous. Merci infiniment de votre écoute jusqu'au bout. Si cette histoire vous a permis de ressentir la véritable force et le potentiel chaleureux de la France, rien ne pourrait me faire plus plaisir. Si elle a touché votre cœur, n'hésitez pas à élargir ce cercle d'espoir avec un j'aime et en vous abonnant. Alors, retrouvons-nous avec le sourire dans la prochaine histoire.